Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à cette première conférence débat BOMA France pendant la période du confinement. Aujourd'hui, nous contribuons à cette coopération qui consiste à essayer d'échanger pendant cette période de crise en engageant une nouvelle forme de conversation. Ce programme qu'on propose ici est gratuit, ouvert au plus grand nombre, grâce notamment à notre partenariat avec le Huffington Post. Il répond à la mission que la communauté BOMA s'est donnée, c'est-à-dire envisager de nouvelles perspectives sur les défis auxquels nous faisons face et aider toutes sortes d'acteurs, entreprises, institutions, citoyens à prendre des décisions plus éclairées. Aujourd'hui, nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble à nous interroger sur un des défis de notre époque. Ce défi, c'est notre rapport à la vérité. Depuis la révolution numérique, la crise de l'information et l'explosion des théories complotistes qui en découlent, la crise sanitaire que nous vivons, le confinement, la concentration des échanges sur les réseaux et l'épidémie elle-même sont une opportunité de plus en plus grande pour les acteurs de la désinformation en tout genre. On apprenait par exemple que la semaine dernière, un quart des Français étaient convaincus que le coronavirus, par exemple, avait été conçu en laboratoire. Alors, pour comprendre les ressorts de ces phénomènes de distorsion, nous recevons aujourd'hui un observateur attentif des extrémismes en ligne. Il est maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques, Tristan Manès France. Je suis aussi accompagné aujourd'hui par deux membres de l'équipe de BOMA France, Claire Amance-Prévost et Martin Schmitt, et plusieurs membres du club BOMA qui animeront avec moi cette conversation. Si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Nous vous lisons et nous tenterons de répondre à ces questions. Alors, je vous propose de démarrer sans attendre. Et avant de laisser la parole à Tristan Manès France, un point rapide sur les théories les plus folles et les fake news qui circulent en ce moment sur les réseaux. Je sais que Claire Amance et Martin, vous avez préparé un résumé, n'est-ce pas? Absolument. Fait. Absolument, qu'on va tout de suite vous partager. Hop. Alors effectivement, on a vu fleurir toutes sortes de fake news sur les réseaux sociaux ces derniers temps, en tout cas depuis le début de l'épidémie. La première, effectivement, concerne cette fake news que vous avez sans doute tous vu, qu'on a vu passer, qui concerne quelque chose qui est de l'ordre du remède. Là, je vais peut-être laisser, Claire, je vais te laisser expliquer un peu cette fake news. Alors, comme le disait en fait Martin, cette fake news a été très très diffusée sur les réseaux sociaux, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, elle n'a aucun fondement. Cette image, elle provient d'un compte Twitter qui est certes certifié, mais l'image en elle-même est le fruit d'un montage issu d'un générateur de breaking news. Pour rendre encore plus crédible cette fausse information, l'image a été photographiée depuis un écran d'ordinateur pour imiter en fait une photo qui aurait pu être prise durant la diffusion d'un reportage à la télé. Cette information elle a été tellement relayée qu'elle a obligé le ministère de la Santé à la démentir sur son compte Twitter. Une autre fausse information qui a été diffusée ces derniers temps est le fait en fait que le coronavirus serait la faute de la 5G. Et ceci, ça vient en fait d'un anthroposophe, Thomas Cowan, qui explique que chaque pandémie, ces 150 dernières années, correspond à un saut quantique dans l'électrification de la Terre. Pour la grippe espagnole, il y a eu l'introduction des ondes radio autour du monde. Pour la grippe de Hong Kong, il y a eu le lancement des satellites dans l'espace. Et pour le Covid-19, évidemment, la 5G. Et si l'épidémie, selon lui, a démarré à Wuhan, c'est parce que ce serait la première ville du monde entièrement recouverte par la 5G. Cette fausse information, elle a ensuite été reprise et amplifiée par des théories sur, par exemple, le vaccin, qui serait en fait utilisé pour implanter des puces dans toutes les personnes qui se feraient vacciner. Et je crois, Martin, même que tu as encore plus d'informations sur le sujet. Oui, d'informations extrêmement bien vérifiées, bien sûr. Non, de totalement, évidemment, fausses informations, mais ça va encore plus loin. Et ça, c'est une sorte un peu de serpent de mer aussi de la fake news, c'est-à-dire que on voit des théories qui vont jusqu'à dire que eh bien, finalement, nous respirons tous des biopuces dans l'air que nous respirons qui sont diffusées via ce qu'on appelle les chemtrails, qui sont
vous voyez, les traînées laissées par les avions. Donc, les gouvernements se serviraient des avions pour diffuser comme ça des biopuces dans l'air que nous respirerions et qui seraient activées à distance par la 5G afin de choisir, de faire mourir des individus afin de contrôler la population mondiale. Alors, effectivement, c'est extrêmement farfelu, ça va très loin, et pourtant, vous voyez le nombre de vues de cette vidéo du docteur Thomas Cowan. Alors, évidemment, ça va même parfois encore un peu plus loin que ça. Évidemment, je parlais de serpent de mer. Un autre serpent de mer, voilà, des fake news, c'est bien sûr le rapport, les Illuminati, hein, vraiment la théorie du complot, je dirais, reine, et avec des choses effectivement amusantes qu'on peut trouver sur Internet. Évidemment, Corona, c'est 6 lettres. Si vous additionnez la valeur numérique de ces 6 lettres, eh bien, vous trouvez 66, 6, 66, 666, évidemment, le chiffre de la bête. Alors, ce qui est effectivement un peu rigolo et troublant, c'est que ça marche aussi avec Covid-19. Si vous additionnez la valeur numérique des lettres de Covid auxquelles vous retranchez moins 19, vous trouvez à nouveau 666. Voilà. Donc, c'est évidemment... voilà, c'est utilisé n'importe comment, les gens s'en amusent beaucoup, mais des gens y croient beaucoup. Et parfois, le problème de ces fake news, c'est que ça peut démarrer comme une mauvaise blague et prendre une ampleur de dingue, comme a pu l'être peut-être effectivement la fake news de la cocaïne, mais parfois, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux avec des issues fatales. Claire, peut-être, tu veux dire un mot là-dessus sur une autre news? Ouais. En effet. On a en fait une news qui est terrible pour le coup, parce qu'elle viendrait en fait, c'est une rumeur qui viendrait d'un tabloïd qui expliquait en février très faussement qu'un enseignant britannique s'était soigné du coronavirus avec du miel et du whisky. Cette fausse information a été combinée en fait avec des messages sur l'utilisation de désinfectants pour les mains à base d'alcool, et ça a amené les gens à croire que la consommation de boissons fortement alcoolisées pouvait éteindre le virus dans leur corps. Ce qui est terrible, sachant que à peine quelques millilitres de méthanol peuvent rendre aveugle et qu'à partir de 80 à 150 millilitres, le méthanol devient mortel. Cette fausse information a malheureusement coûté la vie à 300 personnes. Le bilan serait même plus lourd, on parle de 481 morts et 2850 malades. Les fake news peuvent mettre à mal notre santé, mais pas seulement. Certaines sont reprises et utilisées pour mettre en difficulté la cohésion nationale dont nous avons si besoin actuellement. Et oui, absolument, et ça va même plus loin. Enfin, effectivement, ça trouble la cohésion nationale. On a pu le voir d'ailleurs avec une fake news qui a été partagée notamment à Lyon. Au tout début du confinement, on voit que, alors, a priori, c'est plutôt des mouvements nationalistes qui auraient partagé une info disant qu'à l'heure où, évidemment, tous les lieux de culte étaient fermés, ou auraient dû l'être, et les églises étaient fermées, eh bien, seules les mosquées et les synagogues seraient restées ouvertes. Et alors là, on peut vraiment se poser la question de pourquoi faire ça, à qui est-ce que ça profite. Autant il peut y avoir des mauvaises blagues et autant il peut y avoir des choses extrêmement farfelues. Il y a une news qu'on voulait vous partager, on est passé un peu vite, je ne sais pas si Michel, on aura le temps de revenir dessus, mais effectivement, on voit que là, ça alimente la haine, clairement, ça veut diviser, ça veut alimenter la haine, et on peut se demander, mais pourquoi faire ça à un moment où, au contraire, il faudrait chercher l'unité nationale. Mais ça, c'est des questions auxquelles Michel et Tristan, vous allez sans doute évidemment répondre, j'imagine. Absolument, Martin, absolument. Alors, je ne sais pas si vous avez fini avec votre florilège de fake news. Il me semble qu'il y avait une fake news aussi sur les platistes, n'est-ce pas? Oui, alors ça, c'est une de nos préférées qui nous a beaucoup amusés. On peut évidemment vous la partager. Cette théorie est dingue, alors elle est plus marginale. Vous savez, ces platistes, hein, c'est les gens qui pensent que la Terre est plate, les flatteurs aux États-Unis, qui sont en opposition aux globistes, les gens qui pensent donc que la Terre est bien un globe. Et on a vu, voilà, cette news qu'on voulait vous partager, qui dit qu'en fait, comme la Terre est plate, c'est un plateau. Et en fait, à cause du tourisme de masse, à un moment donné, il y a eu trop de touristes qui se sont retrouvés en Chine et ça a déséquilibré ce plateau terrestre. Et le problème, quand on déséquilibrerait le plateau terrestre, c'est que forcément l'eau des océans coule d'un côté et vient appuyer sur les parois de glace qui entoureraient la Terre, et donc au risque de les briser et que l'eau se répande dans l'espace. Donc le confinement sera une manière de rétablir
Voilà, le virus n'existerait pas, mais en revanche, le confinement, lui, bien réel, servirait juste à rétablir l'équilibre de ce plateau. Donc voilà, effectivement, celle-ci est quand même assez formidable, nous a fait beaucoup rire quand on a préparé ça, mais n'en reste pas moins que si elles peuvent être amusantes, vraiment, les gens se trompent, parfois les gens les propagent en toute bonne foi, et on se retrouve vraiment avec des mises en danger de la vie des gens et de la mise en danger de cohésion de société. Et c'est ça qui nous inquiète. Et c'est le point que nous allons creuser avec Tristan Mendes France à présent. Tristan est un observateur attentif des extrémismes en ligne. Il est maître de conférences associé à l'Université de Paris. Il est spécialisé dans les cultures numériques. Tristan, bonjour d'abord. Bonjour tout le monde. Sur quel terreau les fake news et les théories du complot prennent racine et se développent? C'est effectivement peut-être l'un des phénomènes que je trouve les plus vertigineux, inquiétants, passionnants aussi. C'est que tout cet écosystème des fausses informations et des fake news incube en partie dans un environnement informationnel qui a été profondément bouleversé ces dernières années. Et il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais un peu insister. Il y a évidemment le rôle important des réseaux sociaux comme environnement d'accélération des fausses informations et le web en général, qui bouleverse encore une fois la façon dont l'information circule. Pour les réseaux sociaux, juste 2-3 chiffres, et le web en général, il y a 4 milliards d'utilisateurs du web aujourd'hui, plus de 3 milliards des réseaux sociaux, donc ce n'est pas un phénomène mineur, on en est tous conscients, c'est un peu tarte à la crème tout ça, mais c'est un peu pour planter le décor général de cette problématique que j'aimerais évoquer un peu avec vous. Alors, ce bouleversement de la circulation de l'information aujourd'hui, on peut peut-être la mettre en lumière avec 2-3, peut-être 1 ou 2 chiffres, peut-être même un chiffre qui tourne pas mal, mais que je trouve assez vertigineux. Il y a une institution qui a pignon sur rue, qui s'appelle Pew Research, qui a estimé qu'aux États-Unis, plus de 68% des Américains, des adultes, accédaient à l'information prioritairement via les plateformes sociales, les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, pour les Américains, et c'est un peu ce qui se passe au niveau planétaire, c'est la direction vers laquelle on va, la porte d'entrée d'accès à l'information se fait via les réseaux sociaux. Et ça a des conséquences multiples, diverses et variées, un peu compliquées, et qui peuvent aussi avoir des côtés délétères. Alors, petite précision, je vais pas mal charger les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne sont qu'en partie le symptôme de quelque chose qui préexiste. Je dis ça parce que souvent, quand on charge un peu cet écosystème des réseaux sociaux comme étant la cause, disons, de la circulation de ces fausses informations, ils n'en sont que l'accélérateur. Il y a des raisons qui préexistent à tout ça. Je les évoquerai peut-être tout à l'heure. Alors, quelle est en gros la situation actuelle? En gros, on a une sorte de dérégulation massive du marché de l'information. L'information, il y a 30 ans, si on veut, il y avait, disons, des canaux à travers lesquels on s'informait qui étaient assez limitatifs, institutionnels, les médias, bref, les paroles d'autorité, d'expertise parfois. Tout ça a explosé, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais avec des côtés délétères, avec l'apparition du web et notamment des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a une multiplication, si on veut, des voix qui peuvent s'exprimer et qui peuvent être audibles, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, il y a peut-être 20 ou 30 ans. Alors, cette multiplication des paroles sont aussi des multiplications de narratifs, c'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut avoir un point de vue, et tout le monde peut relayer la perception qu'il a d'un événement, quel qu'il soit. Évidemment, vous voyez venir, mais évidemment, à chaque fois qu'il y a un épisode dramatique, quel qu'il soit, tout le monde peut avoir un point de vue. Super, c'est la démocratie, tout le monde a le droit. La seule chose, c'est que toutes ces paroles s'expriment dans un environnement où il y a un nivellement absolu de toutes les paroles. Toutes les paroles se valent en ligne.
mon tweet vaut le tweet de quelqu'un d'autre, qui vaut le tweet d'une institution, qui vaut le tweet de n'importe quel politique ou laboratoire. Ça vaut un tweet. Un tweet ne vaut pas plus cher qu'un autre tweet. Il est accessible au même titre. Alors après, il y a une viralité différente, mais en tout cas, dans ce marché-là, il y a un nivellement, en tout cas, des paroles d'autorité. Multiplication des voix qui peuvent s'exprimer. Et quand on dit multiplication, encore une fois, je vous parlais d'un marché dérégulé, ce qui fait que quand moi, je viens m'informer dans ce marché dérégulé, ben, je fais face à des myriades d'interprétations d'événements, quels qu'ils soient. Si je ne suis pas familier des sources d'information, si je n'ai pas une pratique rigoureuse de ce à quoi je m'informe, des comptes auxquels je suis abonné sur les réseaux sociaux, évidemment, mon champ des narratifs, mon champ des narrations que je vais pouvoir lire va être extrêmement varié, et faire le tri là-dedans, ce n'est pas du tout évident. Autre point, cet espace est un espace ouvert. Juste une petite remarque que je trouve assez vertigineuse. Notre marché de l'information aujourd'hui est totalement dérégulé et ouvert au monde. Il est ouvert au monde notamment du fait que nous sommes une démocratie. Une démocratie imparfaite, toutes les démocraties sont toujours imparfaites, mais notre démocratie et nos démocraties occidentales sont extraordinairement plus ouvertes que les régimes autoritaires. Et nous sommes un espace dans lequel tous les acteurs, à la fois nationaux et internationaux, peuvent venir jouer. Les paroles de tout acteur de la planète qui veut s'exprimer sur le coronavirus en France le fait sur un compte Twitter en français, et il va venir dans notre arène informationnelle en France. Cette ouverture-là rebat un peu les cartes des jeux d'influence au niveau international, parce qu'évidemment, il y a des acteurs qui ont des agendas et qui vont pouvoir profiter de cet espace dérégulé. Donc là, ce qui fait toute la beauté de notre démocratie, c'est-à-dire d'être assez ouverte, elle est critiquable, mais elle est extraordinairement plus ouverte que d'autres régimes, est aussi une faiblesse et un danger potentiel, parce que des acteurs extérieurs peuvent venir, ou même nationaux, mais extérieurs peuvent venir jouer et essayer de créer la confusion sur notre territoire. Autre petite chose, là je vous parle des réseaux sociaux, il y a peut-être, alors il y a le web en général, les réseaux sociaux, il y a un point sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est que les réseaux sociaux, c'est un terme un peu générique, un peu global, mais qui englobe des choses de nature très différente. Il y a la partie immergée de l'iceberg, qui sont les réseaux sociaux auxquels on a accès, auxquels tout le monde a accès. Ce que vous pouvez lire en ligne, ce qui est public. Mais il y a tout un univers caverneux, invisible, très difficile d'accès et d'analyse, que sont les messageries en ligne, qui font partie de la famille des réseaux sociaux, mais qui, eux, sont dans cet iceberg, qui sont cette partie qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à estimer, et à l'intérieur de laquelle, là, pour le coup, se diffusent énormément de fausses informations. Il y a eu pas mal d'actualités autour de WhatsApp ces dernières années. WhatsApp et les ravages que WhatsApp peut susciter ou faciliter, je ne sais pas, en Inde ou ailleurs, ou même en France. C'est ces fameux messages qui sont envoyés par vos proches en messagerie. Et encore une fois, ça, c'est sous le radar, c'est très difficile à analyser, tout simplement parce que personne n'y a accès. C'est des messageries sécurisées, donc moi je ne peux pas lire ce que vous partagez et envoyer évidemment à vos amis, vos proches, ce que votre oncle vous a envoyé sur WhatsApp ou sur une autre messagerie comme Messenger. Et tout cet espace-là est un espace aussi qui est assez inquiétant, encore une fois, parce qu'il n'y a aucune régulation à l'intérieur de cet écosystème-là. Et c'est un point sur lequel je crois qu'il faut garder un œil. Alors, autre chose que j'aimerais souligner, c'est que toute cette problématique des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont aussi le symptôme de quelque chose qui préexiste et qui est un mal lié à nos démocraties, qui est évidemment la perte de confiance dans les acteurs traditionnels de l'information. Les sondages le montrent, la confiance que les Français accordent dans les médias, ce qui ne veut rien dire, mais bon, dans les médias ou les paroles d'autorité, les paroles publiques, est extrêmement faible. Évidemment, si on n'a pas confiance dans ces acteurs de l'information, qu'est-ce qui reste ? Il reste la jungle.
Il reste tout le reste. Il reste cette pampa dérégulée de l'information dans laquelle on va plonger et piocher tous ces différentes narratifs qui nous sont proposés, en dehors des narratifs, entre guillemets, qu'on perçoit comme étant officiels. Dès que les gens parlent de vérité officielle, ou de médias officiels, ou de médias mainstream, en dehors de ça, oui, on peut critiquer ça, mais si on ne s'informe pas à travers ce type de médias-là, quelles sont nos sources? C'est tout le reste. Je ne dis pas que tout le reste n'est pas fiable. Il y a des gens qui ne sont pas des médias, il y a des gens, des individus qui sont extrêmement fiables en ligne et qui font un travail extraordinaire. Mais le problème, c'est de les identifier et d'estimer leurs paroles par rapport à d'autres. Et ça, ce n'est pas toujours facile à faire. Alors, autre point sur lequel j'aimerais un peu insister, c'est que dans cet écosystème, encore une fois, où il y a un nivellement des paroles d'autorité, je vous disais un peu, toutes les paroles se valent. En fait, pas tout à fait. Et c'est même parfois quelque chose d'inverse qui se passe. Il y a une hiérarchie qui se crée un peu en ligne, et vous l'avez tous constaté, et on peut le constater tous, c'est que, notamment sur les réseaux sociaux, le témoignage d'un individu pèse parfois plus cher ou a une traction virale beaucoup plus puissante qu'une parole officielle d'autorité. On a plein d'exemples comme ça. Le dernier en date ici, c'est cette vidéo de cet individu sur Facebook, un individu comme tout un chacun, qui a partagé une vidéo expliquant que le Covid-19 avait été probablement créé en laboratoire par l'Institut Pasteur ou je ne sais quoi. Enfin bref, tout un truc délirant. Bon, sa vidéo a été vue des millions et des millions de fois. Pourquoi est-ce que ce type de vidéo arrive à faire plus de vues que des vidéos institutionnelles? Eh bien, je crois qu'il y a un phénomène assez répandu, en tout cas dans les réseaux sociaux, qui est qu'on considère qu'un individu qui s'exprime est probablement plus crédible parce qu'il est sincère et probablement pas motivé par un agenda idéologique ou qu'il n'est pas lui-même l'objet de pression, de lobby. Il est supposé être plus indépendant qu'un média officiel, un média qui s'exprimerait ou qu'une institution. Dès qu'un expert s'exprime, souvent on va avoir quelqu'un qui va dire « oui, mais cet expert est payé par qui ? Quels sont ses financements ? Est-ce qu'il n'a pas déjà été payé par un labo un jour ?» Et donc toute parole d'expertise devient suspicieuse. On a une suspicion sur la parole d'expertise parce qu'on lui imagine un agenda secret, un lobby, le big pharma qui serait derrière lui. Et on considère que la parole d'un individu lambda, alors qu'il n'a aucune expertise lui-même, n'a pas de savoir fondé, lui, probablement dit la vérité. Et donc, ce type de témoignage, malheureusement, gagne en viralité et en traction de façon faramineuse. Autre point qui explique cette viralité particulière, cette visibilité, cette survisibilité de paroles totalement périphériques de gens qui ne sont pas des experts, c'est aussi la façon dont l'information circule dans ces espaces sociaux. Et c'est un peu tarte à la crème, mais il faut garder ça un peu à l'esprit. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette vidéo qui a été vue des millions de fois a été partagée par de simples individus qui recommandent cette vidéo auprès de qui? Auprès de leur petite communauté, de leurs abonnés, avec la force de recommandation qu'elles ont auprès de leurs quelques abonnés. Et ça, c'est la matrice profonde de la circulation aujourd'hui de l'information. C'est des gens lambda, des individus, qui vont simplement recommander à leurs proches, avec le crédit énorme que ces individus ont auprès de leur petite communauté, en leur disant « cette vidéo est dingue, regardez-la ». Et cette recommandation, évidemment, la personne qui la reçoit, elle-même, va recommander peut-être ce contenu un peu plus tard à d'autres. Et c'est cette circulation-là qui permet une traction, une visibilité excessive à certains contenus qui sont toxiques. Tristan, nous commençons à avoir quelques questions. Une question de Pierre Abrusini du Club Boma. Pierre, est-ce que… Il faut que tu actives. Ouais, allô. Voilà. Oui, bonjour, salut à tous. Par rapport à la parole publique, justement, j'ai été assez surpris par la conférence de presse samedi dernier, qui était plutôt, j'ai trouvé, il n'y a aucune réflexion politique derrière, mais j'ai trouvé qu'elle était plutôt très bien foutue, très pédagogique, très
qu'ils ont bien monté le truc, qu'ils expliquaient tout. On a bien vu sur les réseaux que derrière, les gens ont critiqué beaucoup cette conférence de presse en disant on nous ment, machin, ceci, cela, c'est des incapables et tout ça. Comment on fait pour que cette parole publique, parce qu'on comprend bien les systèmes ces fake news, mais comment on fait pour que la parole publique reprenne du poids? Est-ce qu'il y a eu, et alors j'ai une deuxième question, est-ce qu'il y a eu un bench qui a été fait sur les autres pays, comment les autres pays ont pris la parole sur le coronavirus? Est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire ce bench pour voir à quel point et comment nous, on se situe dans ce bench? Oui, c'est compliqué. Évidemment, je n'ai pas de réponse, hein, évidemment, malheureusement, à votre question. Pour le gouvernement, ça doit être un casse-tête infernal. Parce que c'est parce que le gouvernement s'exprime qu'il y a un discrédit. Il faudrait, j'ai envie de dire que dès que une parole, encore une fois, qui relève du gouvernement s'exprime, il y aura toujours ceux pour qui le gouvernement n'est pas une source crédible. Il y a une masse de Français pour qui le gouvernement, dès qu'il s'exprime, n'est pas crédible. Eux, on ne pourra rien faire. Le gouvernement ne pourra rien faire pour les convaincre qu'ils sont sincères dans leur démarche. Alors, il y a peut-être une possibilité, l'une des rares possibilités, c'est de ne pas s'exprimer et de laisser parler des médecins et des experts. Mais ça, pour un gouvernement, c'est encore une fois une problématique parce qu'il y a une injonction à ce que le gouvernement s'exprime. Une partie des Français ne comprendrait pas que le gouvernement ne s'exprime pas quotidiennement. Mais une autre partie des Français vont considérer que ça, c'est une gymnastique politique pour essayer de faire oublier, je ne sais pas, les gilets jaunes, faire oublier les problèmes liés aux retraites, etc. Donc, en tout cas, ça doit être un casse-tête. Je n'aimerais pas être au gouvernement aujourd'hui parce que je ne vois pas de solution simple à un problème qui est un problème systémique profond, de base, de discrédit général envers toute parole d'autorité. Donc, je ne vois pas de solution. Je ne vois pas d'ailleurs de gouvernements étrangers qui s'en tirent mieux que d'autres. Après, ce qui est plus facile, peut-être parfois, c'est dans les régimes autoritaires, quoique, encore une fois, il faut voir comment la parole est perçue. Mais dans nos démocraties, je crois qu'on est vraiment pris dans la parole publique est prise dans une situation qui est un casse-tête dont je ne vois pas de solution simple. Une autre question de Guy Philippe Goldstein. Oui, bonjour, merci pour l'exposé. Une question en fait liée vraiment à l'actualité aujourd'hui. On voit, on parlait de régime autoritaire, on voit la Chine, la Russie qui se mettent aussi à jouer au jeu des informations. Il y a un article très intéressant dans le Wall Street Journal hier qui montrait que, par exemple, histoire de mettre sur la touche la Pologne, la Russie envoyait des fake news pour dire aux Italiens que les Polonais ne voulaient plus les aider. Bon. Donc ça, c'est le cas Pologne-Italie. Est-ce qu'on a vu passer ce type d'opération de désinformation en France aujourd'hui, où on pourrait penser qu'à nouveau, c'est des acteurs tels que la Russie, voire même la Chine, qui essaieraient un petit peu d'agiter dans le landerneau? Alors, je vais être précautionneux, mais en tout cas, pour ce qui est de la France, oui, il y a au moins un cas facile dont je parlerai tout à l'heure, qui est celui de la Chine. Là, c'est flagrant parce que c'est au vu de tous et tout le monde va pouvoir le voir et le vérifier. Après, pour la Russie, il y a toujours des débats infinis sur quand il y a des actions qu'on suppose provenir de la Russie, c'est toujours compliqué d'en être 100% certain. Donc là, je serai précautionneux. On sait que voilà, je donnerai 2-3 exemples tout à l'heure dans la deuxième partie de l'intervention, mais en tout cas, il y a des faisceaux d'indices très forts que des acteurs pro-russes, qui dépendraient peut-être et probablement de la Russie, poussent des fausses informations pour créer de la confusion, pour pousser le discrédit des citoyens envers leur propre gouvernement, et en général avec une stratégie qui est plutôt assez simple, qui est de créer une confusion généralisée. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. C'est rarement des opérations, enfin ça existe, c'est rarement des opérations ponctuelles pour déstabiliser une chose spécifique, ça existe, mais c'est plutôt en général de multiplier les narratifs pour créer la confusion auprès de ceux qui sont exposés à ces informations et après qu'ils ne sachent plus très très bien ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être
dans l'Assemblée. Martin, peut-être une question? Oui, moi j'ai une question, Tristan. Vous disiez qu'effectivement, vous ne voyez pas de solution voilà, sur cette question de défiance envers les gouvernements, etc. Moi, je me pose quand même la question suivante, c'est qu'il y a un certain nombre de médias qui essaient de démonter effectivement ces fake news avec plusieurs systèmes effectivement de preuves. Vous parliez tout à l'heure de la preuve de l'expérience, c'est assez bien connu effectivement en rhétorique. C'est une preuve, par exemple, dans l'art du débat qui est difficile à remettre en cause, alors que même aujourd'hui, on sait que la parole des experts peut l'être. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le gouvernement pourrait faire la même chose? Il y a des cellules aujourd'hui de communication de crise, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, mais pas seulement en temps de crise, mais peut-être tout au long de l'année, tous les jours, qu'il y ait effectivement des gens qui travaillent là-dessus, peut-être en lien avec des médias, des experts, et prendre aussi de l'expérience, des experts, etc., pour eh bien, se battre presque avec les mêmes armes, finalement, et démonter de manière méthodique, scientifique, finalement, ces fake news et réinstaurer, peut-être, j'en sais rien, pourquoi pas, une certaine confiance, puisqu'on voit que c'est beaucoup aussi, ces fake news viennent beaucoup de groupes de gens qui sont en combat contre le gouvernement. Hein. On voit toutes les fake news dans les groupes des Gilets jaunes, notamment, etc. C'est souvent monté en défiance par rapport effectivement au gouvernement ou aux élites. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place, à votre avis? En tout cas, le travail que font, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais rapidement, mais que font pas mal de médias, c'est un travail extraordinaire. Il faut saluer le travail gigantesque qui est fait par de nombreuses institutions, j'en dirai un mot tout à l'heure, et ce travail est primordial. Alors, pour ce qui est du gouvernement, c'est toujours la même chose. Si le gouvernement doit s'exprimer, il y aura toujours cette problématique de « oui, mais c'est le gouvernement qui parle ». Alors, pour les autres institutions qui travaillent sur le démontage de la désinformation en général, il y a un mur invisible ou un plafond de verre qui est compliqué à franchir, qui est que si on considère qu'effectivement une bonne partie des gens s'informent via les réseaux sociaux, comment est-ce qu'un média comme AFP Factuel va arriver dans le fil d'actualité de la page, du profil Facebook de quelqu'un qui a déjà une attitude, disons, une posture déjà complotiste. Cet individu ne sera pas abonné à la page AFP Factuel. Il y a peu de chances que dans ses amis, des gens qui ont vraisemblablement un profil qui lui est proche, va partager quelque chose de l'AFP Factuel qui est considéré peut-être comme un truc institutionnel ou du système. Donc le problème, c'est de passer un peu ce plafond de verre que produisent en partie les réseaux sociaux, pas que, hein, parce qu'évidemment les gens qui sont énervés de base, mais en tout cas les gens même qui seraient pas tout à fait énervés mais un peu tangents, il faut qu'ils soient exposés au travail fait par d'autres institutions et organisations et médias. Et le problème, c'est que certains ne vont pas y être exposés simplement parce que leurs amis ne vont pas partager ce contenu. Et ça, c'est un problème de fond auquel je vois qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. J'évoquerai peut-être une initiative que je pilote et qui cherche à lutter contre cet enfermement informationnel. J'ose plus parler de bulles de filtre parce qu'il y a des discussions et des débats autour de la réalité, de l'ampleur de ce que peuvent être ces bulles de filtre. Mais au-delà de ça, en tout cas, le travail qui est fait de démontage des fausses informations par ces institutions, il faut qu'elles puissent aussi atteindre sur les réseaux sociaux les personnes qui y sont exposées. Alors Tristan, vous avez dressé le tableau de l'écosystème finalement des fake news et des thèses complotistes. Est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus en détail sur les différents types d'acteurs au cœur de ces écosystèmes de la désinformation? Qui agit et pour quel intérêt? Oui, alors là, j'aurais tendance à faire une distinction entre différents types d'acteurs qui promeuvent ou qui sont les vecteurs de ces fausses informations. Alors, la partie probablement la plus complexe, la plus inquiétante et la moins facile à traiter, c'est les gens qui font circuler l'information de bonne foi. C'est une grosse partie, si vous voulez, de ceux qui poussent ou qui relayent ces fausses informations sont des gens qui ne sont pas de mauvaises personnes, ce ne sont pas des gens qui ont un agenda politique toxique, c'est des gens normaux qui simplement
sont tombés sur une information ou on leur a envoyé sur WhatsApp une information et eux-mêmes la relayent parce qu'ils pensent que c'est une information qui pourrait aider leurs proches. La plupart des gens d'ailleurs qui relayent ces fausses informations sont même motivés, il y a un motif altruiste presque derrière ça. Donc c'est des gens qui veulent relayer cette information parce qu'ils pensent que ça peut vraiment aider. Et cette masse-là de gens pose véritablement un problème et c'est probablement la plus complexe à traiter. Parce que ça nécessite un règlement de fond, une éducation aux médias, une sensibilisation à ce qu'est une information en ligne. Et ça, c'est un travail de fond et un travail à terme qui est un truc de moyen ou long terme. Là, on est dans une situation d'urgence. En tout cas, donc, cette première grande partie est, je dirais, la partie la plus problématique et elle est aussi, cette premier groupe d'acteurs, si vous voulez, des gens lambda, sont aussi, encore une fois, le symptôme de cette défiance dont je vous parlais tout à l'heure, généralisée de nos compatriotes envers les sources, les médias et les paroles institutionnelles. Et donc, évidemment, s'ils ont une défiance envers ça, ils vont se rabattre vers d'autres sources d'information et cette qualité informationnelle risque de baisser et ils risquent de relayer des informations qui peuvent être problématiques. Ça, c'est le premier gros paquet de promoteurs de fausses informations. Et encore une fois, toutes les personnes qui relayent une fausse information, ce n'est pas le diable, c'est des gens qui sont parfois, encore une fois, mus par de bonnes intentions. Après, il y a un deuxième paquet, en gros, que je qualifierais peut-être de promoteurs des fausses informations. C'est des gens qui sont des businessmen de la fake news. C'est des gens qui ont un intérêt financier à essayer de pousser des fausses informations. Et là, on en voit plein, vraiment des exemples en ligne, il y en a de nombreux. Alors, je vais commencer peut-être par un exemple qui est très connu, qui est international, encore que c'est quelqu'un qui est aussi motivé par d'autres, il y a d'autres motivations. Mais c'est un businessman, c'est peut-être le pape du complotisme américain qui s'appelle Alex Jones. Donc, vu que je parle à un grand public, j'essaie d'être. Voilà, je vais vous expliquer qui est ce personnage. Donc, c'est un complotiste proche, qui a été proche en tout cas de Trump. Et c'est quelqu'un qui est un multimillionnaire et qui est à la tête d'un empire médiatique, et à la tête d'un empire, d'un business. Parce que au-delà de faire du fake news, il vend également des produits pseudo-médicinaux, des vitamines, de je ne sais pas quoi. Et en fait, lui, son objectif, c'est de vendre et de se faire du fric en vendant des produits et en faisant peur à la population, en faisant circuler des fausses informations alarmistes pour que les gens achètent ces différents produits. Donc là, on a quelqu'un qui est un promoteur et dont le business plan, c'est de faire circuler de la fausse information et derrière se faire du fric. En France, on a d'autres exemples un peu comme ça. Alors, c'est des gens qui sont conscients ou pas. On a un YouTuber que je trouve assez inquiétant, qui a quand même un demi-million d'abonnés sur YouTube. YouTube, qui est un réseau social, je rappelle, qui s'appelle Casas Novas et qui pousse des traitements alternatifs pour les maladies et qui, évidemment, lui, derrière, vend des services et des produits. Et ça, je trouve ça évidemment inquiétant, d'autant que lui parle du coronavirus, a des propos que je trouve extrêmement dangereux. Et il a, comme je vous disais, presque un demi-million d'abonnés sur YouTube et une visibilité qui est absolument effarante. Dernier petit exemple de ces businessmen, de ces promoteurs de la fake news, et j'en reparlerai peut-être, mais on a Alain Soral. Alain Soral qui a été condamné quand même multiples fois par la justice française, peut-être pas trop la peine d'insister trop sur le personnage, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que c'est un vendeur, il a des magasins en ligne, il a un magasin bio où il vend des produits, il a un magasin aussi, une édition de bouquins à côté de ça, enfin bref, un éditeur, et c'est quelqu'un qui va utiliser les fausses informations, les fake news et la haine en ligne pour essayer d'agréger un peu de l'audience et ramener cette audience vers ces plateformes de vente. Je rappelle au passant que Alain Soral, qui est un épiphénomène de notre société, on ne doit pas penser à Alain Soral matin, midi et soir, a quand même un site
qui fait 3 à 4 millions de visiteurs par mois, 3 à 4 millions de visiteurs par mois, et c'est un site qui est probablement parmi les premiers sites politiques français. Et ce site-là, évidemment, est une machine à sous, hein, avant d'être un environnement toxique de diffusion de la fake news. Dernier peut-être paquet dans ces acteurs, il ne faut pas mésestimer, et là il y a des chiffres assez intéressants, il y a énormément d'acteurs qui sont en train d'utiliser cette séquence, notamment coronavirus, et notamment pas mal de fake news, pour pousser des scams en ligne, hein, pour essayer c'est des hackers qui en ligne vont essayer soit de vous vendre des faux produits, soit essayer de vous vendre des produits magiques et puis, je ne sais pas, dévaliser votre carte bleue. Bref, et il y a un chiffre qui m'a marqué, il y a une structure qui s'appelle Bitdefender, qui a estimé que la cyber-malveillance autour du coronavirus en ligne a augmenté en mars de 475%. Donc là, on a une myriade d'acteurs qui vont essayer de vous vider le portefeuille avec des actes de cyber-malveillance et qui vont évidemment utiliser notamment évidemment, le support des fake news pour essayer de se faire un maximum de fric. Donc là, on a, disons, tout un écosystème de gens qui vont profiter de cette séquence-là pour essentiellement se faire du fric. Dans la dernière partie, je vous parlerai des façons qu'on a de pouvoir lutter contre ça. Alors, on a plusieurs questions, je crois, de Facebook, issues de Facebook. Claire, Amance Tout à fait. En fait, on a une question notamment sur en fait, les fake news grises. Voilà, comment ça se passe, en fait, quels sont les mécanismes et quels sont les risques pour toutes ces zones en fait, entre le savoir et le non-savoir. On a par exemple pour la chloroquine. Alors, je ferai très attention, évidemment, sur la chloroquine, qui est un sujet, c'est de la kryptonite informationnelle. Là, je dirais que tout ça est le symptôme de ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un de normal qui va en ligne ne sait plus très bien ce qui se passe autour de la chloroquine. Je parle de quelqu'un de normal, quelqu'un de bien informé, qui sait où estimer les bonnes sources, les bons scientifiques, quelqu'un qui a une pratique assez poussée peut peut-être arriver à avoir une position extrêmement claire. Aujourd'hui, je crois qu'il est pour quelqu'un vraiment de normal, normalement constitué, il est devenu quasiment impossible de savoir précisément ce qui se passe avec la chloroquine et différents produits qui lui sont associés. Tout ça, c'est le symptôme de ce que je disais tout à l'heure, c'est la multiplication des narratifs. Aujourd'hui, sur la chloroquine, vous avez 10, 20, 30, 40 versions de déclinaisons, de points de vue plus ou moins populaires autour de cette chloroquine, avec en plus ce qui vient s'ajouter autour de cette et de ces molécules, des questions, des théories complotistes, des questionnements, et le fait même de pousser le doute autour de tout ça alimente aussi pas mal la chose. Donc on a des acteurs politiques, je ne sais pas, Marine Le Pen, qui, elle, va pouvoir dire, je ne sais pas d'ailleurs, alors ce n'est pas pour la chloroquine, mais enfin, elle dit pour le coronavirus, elle ne sait pas si ça a été créé en laboratoire ou pas. On est dans un environnement, en tout cas aujourd'hui, où je crois que pour quelqu'un de normalement constitué, il est extrêmement complexe de se positionner sur le sujet de la chloroquine. Et moi-même, je ne prendrai absolument pas le risque de vous dire quoi que ce soit sur la chloroquine, à part de vous rabattre sur les sources les plus crédibles qu'on peut trouver en ligne, les paroles institutionnelles et strictement institutionnelles. Je crois qu'on avait aussi une question de la part de Virginie du Club BOMA. Oui, bonjour. Une question concernant l'éducation, puisque l'ensemble des fake news qu'on voit circuler touche la totalité de la population française et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt dès le primaire à entraîner, éduquer les enfants à raisonner, à avoir un regard critique sur les données ou les informations qui leur parviennent, ce qui aurait comme bénéfice d'ailleurs de rendre cette conversation sur le long terme certainement plus intéressante et plus citoyenne avec de vrais débats.
Et aujourd'hui, c'est uniquement adressé pour des élèves de l'enseignement supérieur quand ils font des data science. Donc, est-ce qu'on pourrait, à votre sens, commencer très tôt ce mécanisme de raisonnement? Oui, l'éducation. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. L'éducation aux médias, c'est probablement le nerf de la guerre. Et je crois que le ministère de l'Éducation nationale a cette problématique en tête. Je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs dans l'univers de l'éducation qui ont en tout cas ce souci de se dire qu'il faut évidemment pousser et charger au maximum l'éducation aux médias, parce qu'encore une fois, ça va être ce nouvel environnement informationnel que je décrivais tout à l'heure, c'est le monde c'est notre monde quasiment actuel, mais c'est le monde des jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'information. Donc c'est absolument essentiel. Mon seul problème avec ça, c'est que c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut l'enclencher, et il faut continuer à le faire. Et il y a des gens très intelligents et qui sont beaucoup plus calés que moi, qui se posent la question, qui travaillent dessus, qui font déjà des choses. Mais le problème, c'est le terme. C'est que c'est un travail à long terme, ou à moyen et long terme. C'est quelque chose qui doit être fait, qui doit être soutenu à tous les niveaux. Le problème, c'est le terme. C'est qu'aujourd'hui, l'éducation aux médias portera ses fruits dans X temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui et qu'il y a une urgence, une crise informationnelle qui aujourd'hui est ce qu'elle est. Et cette réponse-là, malheureusement, ne sera efficace qu'à un terme qui est plus lointain que le problème auquel on est confronté actuellement. Il me semblait que Guy Philippe aussi avait une autre question. Oui, c'était un petit peu un contrepoint ou un prolongement d'une certaine façon à la question de Virginie, parce que on parle des jeunes, mais on voit, par exemple, aux États-Unis, c'est très flagrant, et c'est quand même un peu le cas en Europe, que le basculement dans la fake news corrélé avec le basculement vers l'extrême droite, il est quand même plus le fait des gens de plus de 40 ans aujourd'hui que des gens de moins de 40 ans, et que c'est concomitant aussi, on ne parle que de corrélation là, alors faisons attention un peu au terme, mais c'est concomitant aussi à ce que Tristan vous disiez sur la diffusion des réseaux sociaux de Facebook comme principale source d'information, et en particulier après le milieu des années 2010, chez les plus de 40 ans à nouveau. Bon. Et donc, juste pour prolonger la question de Virginie, il faut évidemment s'occuper des gens jeunes, mais il faut peut-être aussi s'occuper des gens plus âgés qui sont ceux qui vont voter pour l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les plus de 40 ans ? Oui, c'est vrai qu'il faut toujours faire un petit peu attention. On parle souvent des jeunes. Moi, je parle effectivement souvent des jeunes parce que c'est le monde de demain, hein, les jeunes. Mais les personnes plus âgées, évidemment, elles-mêmes sont pas plus hermétiques à certaines diffusions de fausses informations. Bon, le dernier sondage qui a été fait par l'IFOP et l'Observatoire du conspirationnisme sur le Covid-19 qui aurait été fait éventuellement en laboratoire, bon, là on voit que malheureusement les jeunes sont particulièrement touchés par par ces postures, disons, potentiellement conspirationnistes. Donc oui, je crois qu'il faut peut-être pas focaliser uniquement sur les jeunes, mais évidemment s'intéresser aussi aux personnes plus âgées qui ne sont pas à l'abri, bien sûr, absolument pas à l'abri d'être des vecteurs eux-mêmes ou d'être victimes, en tout cas, de fausses informations. Tristan, peut-être qu'on peut aborder les solutions. Quels axes d'action nous avons pour lutter contre les thèses complotistes et les fake news ? Ah oui, alors peut-être juste avant d'enchaîner là-dessus, il y avait peut-être un point sur lequel j'aurais juste voulu revenir, c'était sur les acteurs étatiques qui peuvent être à l'origine de la diffusion de fausses informations. Vous savez, je vous avais dit qu'il y avait à la fois des gens lambda qui pouvaient faire circuler, il y a des gens qui sont des promoteurs, des businessmen des fausses informations, et il y a aussi, et là ce que je trouve assez inquiétant, c'est les acteurs qui ont un agenda politique et idéologique, et notamment les acteurs internationaux. Là, j'aimerais juste donner un ou deux exemples. Il y en a un qui me tient à cœur parce que je l'ai pas mal suivi ces derniers temps. Ce sont des acteurs étatiques qui vont utiliser les réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations. Et là, j'attire votre attention peut-être sur un exemple que vous pourrez aller vérifier vous-même sur Twitter, qui est l'exemple de l'ambassade de Chine en France sur Twitter.
Et là, donc, on a une parole officielle. On ne peut pas tortiller, c'est un compte certifié. Et là, donc, on a une parole de propagande qui vient d'un État étranger et qui vient sur le marché de l'information français pour y délivrer sa propre parole. Et là-dessus, il y a eu 2-3 choses que j'ai trouvées absolument délirantes et profondément inquiétantes. On a eu une première salve de tweets qui a essayé de faire croire que le Covid-19 provenait probablement pas de la Chine, mais probablement des États-Unis. Absolument délirant. Un compte officiel d'un État étranger et un compte d'ambassade qui est supposé être beaucoup plus safe, avec des coins arrondis, et une précaution de langage. Ce même compte, d'ailleurs, quelques jours après, a tweeté que il y avait des médecines alternatives chinoises qui étaient efficaces contre le coronavirus. Je n'ai rien contre les médecines alternatives et contre la médecine chinoise, mais dire qu'elle est efficace aujourd'hui, sans preuve, juste lâcher ça comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que certaines personnes pourraient se dire, tiens, plutôt que je vais tenter ces produits-là, ces graines ou ces plantes ou je ne sais quoi. Et ça, c'est un compte d'un État étranger qui vient polluer le paysage informationnel français avec des informations qui relèvent de la fake news. Je trouve ça vertigineux qu'un État étranger puisse, au calme, aujourd'hui, proposer, encore une fois, un narratif sur un marché ouvert de l'information, parce que nous sommes une démocratie, l'inverse n'est pas vraiment possible. Je vois mal comment l'ambassade de France en Chine, sur un compte Weibo en Chine, lui pourrait pousser des fausses informations en Chine. Et je pense que le compte sauterait en quelques secondes. Là, parce que nous sommes une démocratie, nous sommes ouverts à ce type de propagande extérieure, et ça c'est inquiétant parce qu'on est un terrain de jeu open bar pour les propagateurs de fausses informations planétaires. Je ferme la parenthèse et je reviens donc à cette question vertigineuse de « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon. C'est une vaste question. Alors d'abord, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je veux saluer le plus solennellement le travail extraordinaire qui est fait par de nombreux médias, d'institutions, qui font un travail de décodage de l'information, de démontage des fausses informations. Il y en a une myriade, je ne peux pas tous les citer, mais il y a des vrais ou fake de France Info, de Check News, de Libé, les décodeurs du Monde. On a l'AFP Factuel qui fait un travail extraordinaire, pas seulement en France, mais partout autour de la planète. On a des youtubeurs qui chacun travaillent leur propre audience. Je ne sais pas, on a Aude What the Fake qui fait un travail génial auprès d'une population peut-être un peu plus jeune. On a même Defacator, que je peux citer comme ça, qui est drôle. Enfin bref, on a de nombreux acteurs que je veux absolument saluer. Toutes ces personnes-là on devrait tous les remercier, les saluer pour ce travail gigantesque qu'ils font. C'est absolument essentiel et primordial. Alors, cela dit, évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs problèmes. C'est que souvent ce travail s'adresse à des gens qui ont plutôt une posture plutôt positive par rapport à l'émetteur de l'information. Quelqu'un qui va s'abonner à un compte, un compte YouTube de démontage des fausses informations, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, qui a déjà une démarche saine par rapport à l'information. Quelqu'un qui va suivre le compte Check News de Libé sur Twitter, c'est quelqu'un qui a déjà une posture attentive sur cet écosystème de l'information. Le problème, c'est tous les autres. Ceux qui ne sont pas abonnés à ces comptes, ceux qui ne voient pas le travail extraordinaire qui est fait par toutes ces institutions, ces agences. Alors, ce que je peux éventuellement citer, c'est les quelques initiatives que je pilote. Et il y a peut-être 2 volets que je trouve assez intéressants. Il y a un premier volet qui est d'attaquer les vecteurs de la circulation des fausses informations au portefeuille. L'essentiel des plus grands promoteurs planétaires des fausses informations ont toujours quelque chose à vendre. Il y a toujours des goodies, un truc, un bouton de don. Il y a toujours un process de fric impliqué dedans. Et donc, s'attaquer à cet écosystème économique, c'est assécher potentiellement leur potentialité toxique.
Et je vais parler d'une initiative que je pilote et qui est inspirée, et là je ne peux pas ne pas les citer, qui est inspirée par une initiative d'un collectif américain d'anonymes qui s'appelle les Sleeping Giants, qui a commencé aux États-Unis. Il y a une antenne en France. Je pense que pas mal de gens, si vous n'avez jamais entendu parler, vous allez chercher ça en ligne, vous trouverez leur compte très facilement. Ils font un travail assez extraordinaire et leur principe opérationnel, c'est simplement de focaliser, ils font d'autres choses, mais enfin, pour l'essentiel, ils vont focaliser sur un site qui promeut des discours de haine, par exemple, en ligne. Ils vont voir les publicités Google qui apparaissent sur ce site, et s'il y a une entreprise qui a pignon sur rue qui apparaît en publicité sur ces sites toxiques, ils vont inviter leurs membres ou ceux qui les soutiennent à interpeller sur les réseaux sociaux l'entreprise en lui disant est-ce qu'elle est OK que sa pub apparaisse sur ce site et donc finance ce site. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc il y a une antenne en France, les Sleeping Giants France, qui font la même chose en ciblant certains sites, et ils ont d'autres actions aussi un petit peu à côté. Et donc l'initiative que je pilote aujourd'hui, qui est une initiative de l'Observatoire du conspirationnisme et qui s'appelle Stop Hate Money, est une initiative qui fait un peu ce que fait Sleeping Giants, mais avec notre propre savoir-faire et avec les données que nous, on a, les datas qu'on a, les cartographies que nous, on peut avoir de notre côté. Et avec Stop Hate Money, on s'attache pas mal à faire des petites enquêtes et des focus. Et on a démontré, par exemple, et on a rendu public, je vous donne 2 exemples rapides, on a réussi à démontrer que, et on a révélé que, par exemple, Alain Soral, qui se fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de dons sur son site en ligne. En fait, lorsque vous faites un don sur son site, l'argent ne va pas à la structure Égalité-Réconciliation, qui est sa structure à lui, qui est ce site, mais l'argent, en fait, part dans une association complètement obscure, suisse, totalement indépendante, et l'argent, en fait, part là-bas. On ne sait pas ce qui devient, on ne sait pas qui c'est qui le reçoit, où est-ce que ça va par la suite. Et cette association, en plus, est hébergée à la même adresse que l'avocat en Suisse d'Alain Soral. Un montage financier obscur, évidemment, le rendre public, c'est essayer, évidemment, d'empêcher que ces montages financiers se fassent et que Alain Soral se fasse du fric et se fasse un fric fou qui lui permet, évidemment, de louer des moyens, d'avoir des gens, des vidéastes, etc., et d'avoir une toxicité extrêmement dangereuse. Dernier exemple que je peux vous donner avec les enquêtes qu'on fait avec Sleeping, avec Stop Hate Money. Là, on a révélé que Dieudonné, il se trouve que Dieudonné est en train de vendre des masques depuis hier. Il vend des masques. Et il se trouve que les masques qu'il vend sur sa chaîne YouTube, il promeut une boîte qu'il dit être chinoise qui vendrait à un prix extraordinaire des masques. Et il se trouve qu'on a découvert que cette entreprise chinoise dont il parle est une entreprise qui est en fait hébergée à Hong Kong et qui a des liens avec son fils, le fils de Dieudonné, qui lui-même est derrière une autre initiative que promeut Dieudonné d'une crypto-monnaie qui s'appelle le Cestrel. Et que ce soit ces masques ou cette crypto-monnaie très polémique, très toxique, ce sont 2 modalités qui permettent à la famille de Dieudonné de se faire de l'argent sur des informations qui sont extrêmement floues, voire des choses qui relèvent un peu des fake news. Et donc, en rendant ça public, évidemment, nous, avec Stop Hate Money, on essaye de mettre le doigt sur le mécanisme de financement de cet écosystème toxique, putride des fausses informations en ligne. Alors, on a plein d'autres actions. On va interpeller, je ne sais pas moi, Deezer et Spotify, parce qu'eux permettent à, pourquoi pas, Dieudonné et Soral de diffuser des sonores, des podcasts. On va interpeller la FNAC qui vend des produits problématiques ou qui met en avant des produits problématiques qui mettent en avant des fausses informations ou des choses un peu toxiques, haineuses. Bref, on va vraiment s'intéresser à tout l'écosystème de financement des discours de la haine et des discours des fake news en ligne. Dernière initiative, et j'arrête là-dessus, c'est Riposte, c'est le nom de code qui est un deuxième projet qui a été lancé encore une fois par l'Observatoire du conspirationnisme.
C'est un dispositif qu'on a mis sur pied. On a réussi à obtenir des coupons publicitaires de la part de Google et de Bing pour pousser des résultats sponsorisés dans les moteurs de recherche de Google et de Bing. On a créé une centaine de campagnes publicitaires qui nous permettent, lorsque quelqu'un cherche un mot-clé toxique sur Google ou Bing, d'apparaître en premier résultat sponsorisé et de réaiguiller les gens qui pourraient bifurquer vers des résultats toxiques, les réaiguiller vers quelque chose, des résultats beaucoup plus sérieux. Donc, on a fait des campagnes avec des termes ahurissants, le nouvel ordre mondial. On a commencé des campagnes avec le coronavirus et les juifs, enfin des choses, bref, délirantes, des mots-clés que les gens pourraient taper sur les moteurs de recherche et essayer de les réaiguiller, de les envoyer vers du contenu que nous, on a travaillé, qui est certifié, qui est beaucoup plus sérieux. Ça, c'est une initiative assez originale. Je pense qu'on est les seuls à faire ça pour l'instant en France sous cette forme-là. Ce genre d'initiative-là est une façon de court-circuiter cet enfermement informationnel dans lesquels les gens se mettent parfois et de leur proposer une autre type d'information plus sérieuse. Et c'est une initiative que je trouve extrêmement intéressante et porteuse. On verra ce que ça donne à moyen terme. Alors Tristan, on publiera sur Facebook et sur nos canaux l'ensemble des liens que vous avez cités. Moi, j'aurais une question à propos de l'anonymat. Est-ce que l'anonymat est un accélérateur de la diffusion des fake news et des théories du complot ou finalement pas du tout? J'aurais tendance à dire que pas vraiment. D'abord parce que une grande partie de ce qui est diffusé comme fausse information est relayé par des gens de bonne foi qui peuvent le faire sur leur propre identité. Tout ce qui circule sur WhatsApp, c'est les gens sur leur propre identité. Quand un oncle lointain vous fait circuler un truc complètement délirant, il le fait sous sa propre identité. Ensuite, on a les acteurs politiques qui, tout seuls, on a, je ne sais pas moi, des responsables du Rassemblement national qui peuvent, eux, relayer des fausses informations sous forme de questions. Ils le font sous leur propre identité. Donc, je pense, à titre personnel, je ne dirais pas que l'anonymat est un accélérateur. Alors, il permet bien évidemment, intuitivement, c'est ce qu'on ressent tous, évidemment, quelqu'un qui crée un compte Twitter en 2 secondes peut lâcher, vomir n'importe quoi en se disant, bon, il y a peu de risques que je me fasse avoir. Donc oui, ça peut faciliter, disons, certains psychés, disons, à se lâcher un peu plus, mais je ferai très attention, d'autant qu'encore une fois, si on dit oui, veut dire c'est qu'il faudrait agir et donc lever l'anonymat. Et évidemment, c'est quelque chose que je ne soutiens pas. Merci Tristan. Je ne sais pas s'il reste encore quelques questions, peut-être, de Facebook, de nos membres du club. Non. Eh bien, merci. C'était un moment passionnant. Merci Tristan. Merci aux membres du club BOMA. Merci à vous qui avez suivi et contribué à cet échange. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 13h30 avec Olivier Sibony pour parler de nos biais cognitifs, particulièrement en temps de crise. Je vous dis à très bientôt. Merci encore.